Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Avec nous, notre invité, soyez le bienvenu, Éric Daniel Lacombe. Bonjour, vous êtes architecte, urbaniste, professeur titulaire de la chaire Nouvelle Urbanité face aux risques naturels. C'est important, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Vous allez nous dire dans un instant qu'est-ce qu'il faut faire avec ces inondations, ces crues ravageuses, toujours plus ravageuses, des centaines de milliers de Français qui sont confrontés désormais à ces situations à répétition. Faut-il changer le visage de ce pays ? Faut-il déménager les villes, les hameaux, les bourgs, les digues, etc. Tout de suite, nous vous rejoignons. Tout d'abord, Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Je suis ravi de vous avoir ce matin Christine, avec la situation, on va dire, assez dramatique de la Garonne, qui devait atteindre son pic ce matin. Nous avons entendu Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui était en direct avec Patrick Roger. Où en est la situation selon vous ? Eh bien, imaginez les choses, ça fait exactement une semaine maintenant que sur plus d'une centaine de kilomètres, la Garonne a débordé avec ce nouveau pic de crue, vous l'avez dit, qui a été aggravé par cette tempête Pedro. Alors, ce sont des vents violents qui vont souffler toute la journée. Ce sont beaucoup de pluie. Là, actuellement, il pleut beaucoup, ce vent et puis ce coefficient de marée ce matin qui a fait que sur les coups de 7h40, la Garonne a débordé effectivement sur les quais de Bordeaux. Alors, c'est une montée lente mais permanente et continue, et plus en aval sur l'entre-deux-mers, et puis quand on descend sur le sud Gironde et le Lot-et-Garonne, ces deux départements-là, c'est un paysage de désolation avec ces hameaux, on voit plus que le toit de certaines maisons, avec des communes qui sont littéralement coupées du monde, avec le ravitaillement qui se fait évidemment toujours par bateau des habitants qui ont quitté leur domicile. Alors globalement, depuis une semaine, on a eu le temps dans tous ces territoires de s'organiser. Mais ce que l'on redoute maintenant, c'est ce nouveau pic de crue jusqu'à demain, on va dire vendredi, on ne sait pas trop, avec tous les affluents qui sont aussi très gros. Il pleut beaucoup sur l'aval du côté de la Haute-Garonne, sur le massif pyrénéen, avec aussi un fort cumul de neige. Ce vent violent qui empêche aussi sur le littoral les fleuves de s'écouler, et cette décrue qui ne s'amorce toujours pas. Et de toute façon, il va falloir des jours et des jours pour que toute cette eau s'évacue, avec ces habitations aussi et ces dégâts qui s'annoncent considérables. On compare la situation à 99. J'en prends juste l'exemple du département de la Gironde. Le président du conseil départemental vient d'écrire à Sébastien Lecornu. Il demande un plan d'urgence. Il explique que c'est comme pour les incendies de 2022 ou les crues ou la tempête de 99, le département seul, les communes seules ne pourront pas faire face à l'étendue des dégâts, parce que je rappelle aussi, il y a des routes toujours coupées, des foyers privés toujours d'électricité. Il y a aussi tout le réseau d'eau et d'eau potable qui est fortement endommagé, des communes qui ne peuvent plus utiliser l'eau du robinet. On installe même des toilettes sèches dans les jardins des habitations, puisqu'on demande aux habitants de ne pas utiliser leurs toilettes. Et puis si on regarde un tout petit peu plus à l'est cette fois, les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, là aussi confrontés avec cette tempête Pedro, à des fortes rafales de vent qui sont attendues dans le courant de la journée, avec des sols gorgés d'eau, des arbres qui ne se tiennent plus à grand chose aujourd'hui au niveau du sol, et donc on redoute aussi des difficultés et des risques. Donc les parcs et jardins sont fermés, des écoles sont fermées, une cinquantaine d'écoles fermées dans les Pyrénées-Orientales. Bref, ça fait plus d'un mois que ça dure, et je peux vous dire que tout le monde ici est fatigué, Jean-François. Merci à vous pour ces explications, ce récit très précis avec vous, comme toujours, Christine Bouillot, sur la situation dramatique dans la région, avec Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui promet, et ça répond à ce que vous disiez à l'instant, une mobilisation totale et une indemnisation au plus vite. Nous aurons le maire de Saint-Macaire, Cédric Gerbeau, dans un instant en direct. Je me tourne vers vous, Éric Daniel Lacombe. Vous n'êtes pas surpris de ce qui se passe, j'imagine, parce que c'est une situation dramatique, mais vous connaissez ces situations-là vous-même. J'entends bien le récit qui vient d'être fait sur les vulnérabilités. Les vulnérabilités sont au rendez-vous. Par contre, je réfute le terme urgence, parce que ça fait 50 ans qu'on sait et qu'on savait qu'il y aurait plus d'eau, les marées, évidemment, la mer monte, qu'il y aurait plus de vent, qu'il y aurait plus de neige, et qu'il y aurait aussi plus de monde, c'est-à-dire plus d'habitants. Donc ce que l'on vient de décrire est une situation qu'on connaît. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi, depuis 50 ans, on a autant de mal à démarrer
l'adaptation de nos territoires ou l'adaptation de nos maisons. Vous avez dit quelque chose de très important à l'instant, Éric Daniel Lacombe, plus de 50 ans. 50 ans. Mais je suis comme vous, j'entends ça depuis des décennies. Alors, je pense qu'on est face à deux blocages. C'est-à-dire que même moi, comme architecte, avant de pouvoir faire un dessin, je fais en sorte que certaines conditions soient réunies, et c'est par ça que je voudrais commencer. Le premier blocage, et vous venez de l'entendre, c'est que tout le monde, après que ça sera passé, va vouloir recommencer à l'identique. C'est-à-dire que les réparations, pour l'instant, et les assureurs jouent ce jeu-là, vont être réparés à l'identique. Si on a perdu, par exemple, 1 milliard, 2 milliards ce coup-ci, et qu'on répare à l'identique, on reperdra 1 milliard, 2 milliards dans 3 ans, dans 5 ans. C'est pas moi qui fais les occurrences de crues. Donc, ça, c'est un point qu'il faut vraiment bannir. La deuxième chose, regardez la polémique sur les digues. Oui, les digues étaient à l'état, les digues ont bien fonctionné au 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, elles ne sont plus performantes, et donc tout le monde est en train de se disputer parce que il y a une délégation des digues aux communautés de communes et aux maires. Le message des digues, c'est un deuxième message de blocage pour moi, c'est de laisser continuer à croire qu'on serait dans un monde à l'abri de tout. Les digues, quand elles lâchent, c'est ça où elles sont les plus meurtrières et dangereuses ou dévastatrices, c'est parce que quelqu'un pensait être à l'abri et en fait il ne l'était pas. Nous allons prendre un témoignage à propos des digues en direct dans un court instant. Très vite, juste dites-nous, Éric Daniel Lacombe, quand on reconstruit, soit on supprime les maisons, on déménage, je ne sais pas si c'est possible, les habitants, parce que c'est gigantesque comme chantier, soit on reconstruit différemment, c'est ça? Oui, il faut absolument faire autrement. On s'installe à l'étage? Oui, exactement, mais il faut aussi être très honnête. C'est-à-dire que, sincèrement, dire que des gens peuvent continuer à vivre sous une montagne dont les rochers s'écroulent, non, il faut leur dire de déménager. Oui. Être au bord d'une maison qui va partir avec le littoral, non, il faut leur dire de déménager. Et les assureurs ont un mauvais rôle en ce moment parce qu'ils vont augmenter les prix, mais on les prend pour des bandits, alors que c'est peut-être eux qui vont nous entraîner vers un transfert de l'argent. Oui, une maison, faut passer à l'étage, mais si vous réparez 15 fois le rez-de-chaussée à l'identique alors que vous avez eu 1 mètre d'eau, eh bien vous avez déjà l'argent pour reconstruire complètement la maison ou la faire déménager. N'oubliez pas non plus qu'en France, on a des dispositifs que l'Espagne, l'Italie nous envient, c'est que quand une maison est en danger, on a le fonds Barnier pour indemniser et préparer la relocalisation. Éric Daniel Lacombe, vous allez nous dire dans un instant si votre discours là, qui est très important, est entendu par les pouvoirs publics. Et nous sommes en ligne avec vous, Frédéric Principe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous allez témoigner ce matin. Vous êtes éleveur en Lot-et-Garonne, à Aiguillon, c'est ça? Aiguillon, oui. Oui, Aiguillon. Et vous avez subi des digues, des ruptures de digues avec votre élevage? J'ai pas subi, au contraire, c'est les ruptures de digues. Elles vous ont sauvé? Malheureusement pour ceux qui ont pris l'eau. Oui. C'est-à-dire Port-Sainte-Marie, Aiguillon, le bas d'Aiguillon et Jusix, après Marmande, ça a permis de baisser la Garonne. Et moi, je suis impacté par le Lot. Et le Lot a pu partir, donc il a baissé. Ça a limité les dégâts, malgré qu'ils sont. Je les ai eu quand même. J'avais 8800 poussins dans les bâtiments. L'on est monté à 40 cm. Bon, voilà, quoi. Ça a été fini, quoi. Donc les 8800 poussins noyés, j'imagine. Et étouffés parce qu'ils sont montés les uns sur les autres. Enfin bon, c'est des scènes apocalyptiques quand on rentre dedans. Bon. Mais dans mon malheur, le malheur des autres a fait mon bonheur aussi parce que ça a baissé beaucoup plus vite que ce redu. Et ça a permis de sauver autre chose, des bâtiments qui n'ont pas pris l'eau, tout ça, quoi. Mais les digues, c'est... il n'y a plus d'entretien déjà parce que ça coûte très cher. Et après, il y en a beaucoup qui ne veulent surtout pas qu'on les entretienne parce que ce n'est pas écologique. Le dragage des rivières, ça aussi, moi je me rappelle, gamin, il y avait le Lot, moi je suis riverain du Lot, j'ai toujours vu des péniches qui sortaient des graviers, du sable pour la construction. Ça a été interdit parce que ça, soi-disant, maintenant je sais pas, je suis pas expert, hein. Ça dégrade l'environnement, mais bon, en attendant, le niveau des rivières monte, puisque les sables et les graviers ils continuent à arriver depuis la montagne, et ça arrive tous les ans. Hein. Donc le niveau monte, et bon, l'eau elle s'adapte, elle monte aussi. Hein. Et là, parce que moi j'ai toujours vu des inondations, gamin, tous les ans on avait des inondations, mais pas comme cela, quoi. Donc, et pour finir, pour conclure, vous allez être aidé en théorie par les assurances. J'ai fait ma déclaration, là j'attends l'expert.
Et vous attendez Voilà. l'expert. Merci pour ce témoignage, Frédéric Principe. Je rappelle, éleveur à Aiguillon, dans le Lot et Garonne. Merci à vous, Éric Daniel Lacombe. C'est ce que vous expliquez, au fond. Oui, et d'ailleurs, j'ai lu, monsieur, je compatis, et j'ai lu ce matin un article dans Le Monde sur ce qui vous est arrivé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est deux choses. Un, vous dites 40 cm. Vous avez perdu vos volailles pour 40 cm. Alors que tout le monde dit sur tous les plateaux, le fleuve est monté à 9 mètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur de l'eau à l'endroit de la ferme, à l'endroit de la maison, à l'endroit de l'école. Il faut qu'on parle de l'aléa à l'endroit où il rend les choses vulnérables. C'est pas pareil d'avoir une maison noyée par 60 cm que 1,80 m. Vous, c'est 40 cm. Donc ça va se jouer avec les sols. Je peux vous dire que quand je fais le projet de Matra à Romorantin, qui a résisté à une millénale en 2016, j'avais négocié avec les services de l'État ce qu'on appelle de pouvoir faire des creux dans le sol pour récupérer de l'eau et la faire se calmer, mais avec la terre des creux, j'avais fait des bosses pour mettre les gens à l'abri. Je connais au sud d'Angers des fermes qui ont fait des choses qui vous ont tué cette fois-ci vos volailles, mais qui ont sauvé des animaux au sud d'Angers, parce qu'en fait, ils ont fait des remblais. Alors c'est vrai que l'État français, les DDTM refusent qu'on touche les sols, et pourtant c'est une négociation qui va être indispensable. C'est pour ça que je veux pas qu'on perde le dialogue entre le maire et le préfet, parce qu'il va falloir, pour s'adapter, pas demander de la jurisprudence et des dérogations, mais il va falloir faire des choses plus innovantes. Avec le chantier de Trèbes que nous sommes en train de terminer, une ville qui a été meurtrie en 2018, où il y a eu 6 morts sur la commune, et qui, de la même manière, a dû faire des soustractions grâce au fonds Barnier. La ville, le maire Ménassi, très courageux, a pu enlever des choses qui n'étaient plus assurables et qui n'étaient plus tenables à cet endroit-là. Il a enlevé quand même une école, une piscine, des maisons, même une bassine d'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a fait cette soustraction? On a même enlevé de la terre. On a enlevé pour 13 hectares de sol pour que la terre enlevée soit donnée au fleuve. Donc je continue à penser que si on laisse mieux passer les rivières, digue ou pas digue, parce que les digues, c'est quoi d'autre qu'un morceau de terre qui s'élève comme un remblai? Mais évidemment, quand il fait 5 mètres et qu'il lâche, ça fait des vagues terribles. Mais là, c'est au centimètre près qu'il faut jouer. Et je dirais même jouer le solidaire avec l'amont. Il faut partir des Pyrénées jusqu'à la mer et regarder tout ce qu'on peut faire avec le sol. Tant que ces questions d'adaptation sont pas faites, moi je démarre pas un dessin sur le dessin de la ferme ou le dessin de la maison. Et vous nous dites, avant la pause, qu'il faut laisser quelque part plus de place aux cours d'eau, aux rivières. Oui, mais plus de place aux cours d'eau et en même temps une meilleure place aux fermiers, aux habitants, aux écoles. C'est ce jeu entre l'abri et l'ouvert. Et c'est vrai que les préfets qui jouent la sécurité se disent la sécurité avant tout, et donc ça conduit souvent à des interdictions. Moi, je suis pour retrouver un dialogue, c'est ça que je disais comme point de départ de l'adaptation. Autour de la table, un maire, un préfet, un assureur, parce que de toute manière, ni l'État, ni le maire, ni la communauté de communes, ni l'assureur n'ont beaucoup d'argent, et donc au lieu de continuer à mettre de l'argent dans des choses qui se noient, je préférerais qu'on fasse de réelles adaptations comme à Romorantin ou à Trèbes. Allez, vous restez avec nous. Merci pour ces explications. On vous retrouve dans un court instant. Éric Daniel Lacombe, repenser grosso modo l'urbanisme, en quelque sorte, la ruralité, arrêter d'essayer de forcer la nature parce que eh bien, les temps changent. Vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs de ce dérèglement climatique qui n'est pas qu'une question de canicule l'été, mais aussi, on va dire, de la densification des phénomènes climatiques. C'est ça en fait, les crues sont de plus en plus fréquentes, les tornades de plus en plus fréquentes. C'est la fréquence qui change, l'intensité. Oui, c'est deux choses. C'est la fréquence et l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Allez, à tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Les crues historiques, ces digues qui ne suffisent plus, des maisons détruites, des hameaux entiers engloutis. Pourquoi la France subit-elle autant les inondations? Avec nous, Éric Daniel Lacombe, architecte urbaniste, professeur titulaire de la chaire Nouvelle Urbanité face aux risques naturels à l'École nationale supérieure d'architectes de Paris-la-Villette. Vous êtes un expert en la matière. Il faut changer notre façon de construire les maisons, de les aménager. Ça paraît anecdotique, mais c'est fondamental, parce que les récits que nous voyons dans les reportages, nous les faisons sur Sud Radio également, ce sont des gens qui sont en train de régulièrement évacuer l'eau, changer les meubles, les assurances, ça recommence à chaque fois. Oui, et ils sont tétanisés, et je comprends qu'ils réclament à chacun une responsabilité, et la première de les maintenir en étanchéité. Je le redis une deuxième fois,
Continuer à croire qu'avec ce changement climatique, on pourrait être à l'abri de l'eau, du vent et de la neige, c'est une erreur. Il faut donc prendre un autre chemin de l'autrement, surtout celui de la régulation naturelle, on vient d'en parler, mais de la réduction de vulnérabilité. Pour le dire autrement, si vous avez pris 80 cm dans votre maison au rez-de-chaussée, moi je fais des dessins avec le sol qui vous permettent d'en prendre plus que 40 cm. Mais je dis à tout le monde que vous aurez toujours de l'eau, toujours de la neige et toujours du vent, ce qui sera une bonne nouvelle l'été quand on aura les canicules et les incendies. À Trèbes, le chantier dont je viens de vous parler, a eu cet été 17 000 hectares de feu et en même temps des canicules. Pour la maison, je suis très surpris de ce qui se passe et c'est assez simple. Tout le rez-de-chaussée est dévasté et généralement il y a une personne qui reste dans la maison à l'étage pour surveiller les animaux, pour surveiller qu'on ne pille pas la maison, pour surveiller ce qui se passe. Je propose tout simplement, et je suis en train de le faire en France, de basculer les pièces du rez-de-chaussée à l'étage. Il faut à l'étage avoir au moins un séjour, une cuisine, une chambre, du chauffage et de l'électricité. Pour faire ce travail-là, c'est excessivement simple. Il faut prendre 3 coups d'assurance, c'est-à-dire 3 fois une crue, pour se payer le transfert à l'étage. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne le rez-de-chaussée. C'est que le rez-de-chaussée doit être beaucoup plus transparent à l'eau. Il faut pouvoir, quand l'eau arrive, au lieu de fermer les portes, les ouvrir. Parce que la grande question de la vulnérabilité de la maison, c'est qu'une fois que la crue est passée, c'est ce qui va se passer là maintenant pendant 3 mois, il faut que la maison sèche, donc il faut des matériaux poreux, il faut que la maison puisse retrouver une forme, et de se dire que le rez-de-chaussée, ça sera peut-être le séjour d'été dans lequel vous passerez du temps quand il fera 50 degrés au même endroit à Bordeaux ou à Aiguillon. Ça sera peut-être l'endroit où vous rangerez votre bateau. Parce qu'une fois que vous êtes à l'étage, si vous restez une semaine ou 15 jours, il faut peut-être de temps en temps aller chez le médecin, il faut peut-être de temps en temps aller à l'école, il faut peut-être de temps en temps refaire une alimentation. Oui. Et donc, je connais des villes qui ont même mis des services de bateaux par temps d'inondation, avec des gens qui savent piloter les bateaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a perdu quelqu'un hier, je crois, qui était en canoë et qui a été emporté. Donc, vous voyez, l'inverse, vous êtes à l'abri à l'étage et vous regardez l'eau monter dans votre rez-de-chaussée avec beaucoup moins d'angoisse et vous restez en contact avec la nature. Se faire avec est tout à fait important. Parce que c'est vrai ce que vous expliquez en détail, c'est quelques centimètres suffisent. C'était le cas tout à l'heure avec Frédéric Principe, notre éleveur d'Aiguillon dans le Lot-et-Garonne qui perd ses 8800, a-t-il dit, poussins, c'est un drame, parce qu'il y a très peu d'eau en réalité. 40 centimètres. Mais vous vous rendez compte, on saurait faire autour de la table avec, je le redis, le maire, le préfet et l'assureur. On sait faire le dessin en 1 heure, Jean-François. Oui. 40 centimètres. Et pour la maison, se dire qu'il faut passer à l'étage, ça c'est des sommes beaucoup plus importante, mais à 50 000 euros par maison, qu'on diviserait par 1 ou 2 milliards, ça fait quand même quelques maisons qu'on pourrait démarrer tout de suite. Allez, nous sommes en ligne avec François, vous nous appelez d'Albi. François, bonjour. Oui, bonjour, je vous ai vu il y a 2 semaines. Oui, bonjour. Vous voulez témoigner? Oui, je vous salue en passant à toute l'équipe. Voilà, alors c'était pour dire que moi j'ai 75 ans, je me répète certes, mais je veux dire, je suis ancien fils d'agriculteur. Autrefois, on nettoyait les ruisseaux, les rivières étaient curées, on les désensablait, le sable servait à la construction, mais ça permettait à l'eau de passer plus facilement et les niveaux montaient moins vite. Donc maintenant, bon, j'ai rien contre les écolos, mais il faut préserver la faune, il faut préserver la flore, il faut préserver les grenouilles, les têtards, etc. On nettoie plus les ruisseaux, il y a des branches en travers, et ainsi de suite. Tout ça, je veux dire, c'est contre-indiqué pour éviter la montée des eaux, quoi. Vous dites, François, qu'il faudrait mieux entretenir nos paysages, aujourd'hui, nos sous-bois, les abords des rivières, des cours d'eau, pour essayer d'endiguer, pardon pour l'expression, ces phénomènes. C'est ce que vous dites, hein? Oui, bien sûr. D'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Voilà. Donc maintenant, on ne le fait plus pour les causes que vous savez. Il ne faut plus toucher à cet environnement. Mais c'est dommage parce que il y a des choses à refaire. Bon, après les excédents, on ne pourra pas les éviter, ça c'est sûr. Enfin, voilà, c'était juste mon intervention. C'est très intéressant. Merci beaucoup François depuis Albi d'être intervenu et avec ce regard et ce recul que vous avez sur les événements. Éric Daniel Lacombe. Alors il y a la diatribe contre les défenseurs de l'environnement. Je ne sais pas. À nouveau, peut répondre à ça. Oui, c'est à nouveau. Oui. Chaque expression est toujours une expression individuelle qui est une partie du conflit que j'essaye de régler. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre autour de la table tous ceux qui ne sont pas d'accord. Évidemment
que la 6e extinction est un sujet important. Évidemment que la biodiversité, c'est ce qui nous permettra à nous humains de passer le 21e siècle. Évidemment que la position qu'ils défendent est souvent prise parce qu'il y a eu des abus, comme la position des permis de construire. Il y a eu tellement d'abus en France que je comprends la position qui est la leur. Par contre, si on n'accepte pas un dialogue créatif, eh bien, on n'avancera ni d'un côté ni de l'autre. À Trèbes, vous voyez, une fois qu'on a soustrait le sol, qu'on a enlevé ce qui était quand même dangereux, c'est-à-dire la vie des personnes, on a perdu, je le redis, 6 personnes et 17 sur le secteur. Évidemment que cette grande plage, vous voyez, qui descend vers le fleuve Aude, oui, va être un endroit qui n'est pas contre la biodiversité, parce qu'elle deviendra zone humide, zone d'expansion du fleuve quand ça monte, un nouveau lieu de baignade, j'espère, mais c'est pas si simple de se baigner dans les fleuves en France, mais c'est une vraie question. Un lieu de la pêche, donc aussi de l'appréciation de la biodiversité. Je vois pas pourquoi nous, les humains, on serait pas en alliance avec la nature. La vraie question, c'est l'arbitrage. Vous voyez, à Romorantin, le préfet voulait 100% de nature à la place de l'usine. Mais entendez bien, le maire, il avait perdu 2800 emplois et effectivement, il est comme vous, il s'est dit, c'est quoi ces écolos qui veulent un parc au lieu de ma ville? Eh bien, on a trouvé un accord, 80% pour la nature, c'est ce qui a sauvé la crue, parce qu'elle est passée, comme vous le dites, avec des canaux drainés, mais en même temps, il y avait 20% de la ville pour y habiter, parce que, pour l'instant, à ma connaissance, on est toujours 9 milliards sur la Terre. Encore un mot avec vous, Éric Daniel Lacombe, et c'est un sujet passionnant, hein, il mériterait des heures et des heures d'échanges et de témoignages également. Est-ce qu'il existe un plan national de déménagement, si je puis dire, de quartiers entiers, de lotissements, d'usines, parce que tous seront confrontés un jour ou l'autre aux catastrophes? On y est presque. Je pense qu'entre les cartes que fait la Direction générale de la prévention des risques ou les cartes que font même les assureurs comme la Caisse centrale de réassurance, on est autour de 20 millions de personnes qui vont être obligées d'avoir une vraie adaptation. La vraie question, c'est que pour l'instant... 20 millions, c'est-à-dire, on va dire, un Français sur 4. Et il faudra oser dire qu'il y a des endroits qui sont inhabitables. Et d'ailleurs, les assureurs nous aideront. Hein. Je continue à penser qu'un assureur qui vous dit que ce n'est plus possible de vous assurer, ça fera prendre une prise de conscience évidente. Moi, j'en ai marre de voir des rez-de-chaussée entiers réparés et assurés pour changer la télé, le frigidaire ou des choses comme ça. C'est pour ça que je veux remonter à l'étage. Et donc, cette prise de conscience, elle doit se faire parce que 20 millions, c'est à peu près autant d'habitants que dans le delta du Bangladesh. La mer monte, il va falloir bouger 20 millions de personnes. Donc, sur ces chiffres-là, on ferait mieux de se mettre ensemble autour de la table parce que ni l'État, ni les maires, ni les communautés, ni les assureurs ont l'argent. C'est toujours notre argent dont on parle. Autant l'investir maintenant. 1 euro investi, c'est 7 euros gagnés sur la prochaine crue. Alors, et nous verrons si votre discours, c'est plus qu'un discours, votre engagement fait son chemin. Merci à vous, Éric Daniel Lacombe, d'être venu nous éclairer ce matin. Merci, Jean-François. Nous sommes en pleine galère des inondations. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour, Jean-François. Mettez-vous d'accord, quels sont les sujets du jour? Eh bien, écoutez, avec Félix Mathieu, on va s'intéresser au problème du cyberharcèlement par des parieurs. Figurez-vous que quand on joue en ligne, on peut parfois s'énerver quand on perd et les athlètes sont directement harcelés. Donc, on aura le patron de BetClick avec nous qui va nous expliquer un petit peu le système qui a été mis en place. Donc, appelez-nous si vous jouez en ligne, si vous sentez que vous perdez vos nerfs de temps en temps. On parlera peut-être aussi de l'addiction au jeu qui peut être dangereuse. Et puis évidemment, encore et toujours à la une de l'actualité, la mort de Quentin à Lyon et 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud mis en cause. Ça pose un certain nombre de questions sur ces assistants parlementaires et sur la responsabilité des LFI. 0826 300 300. On vous attend. Bonne émission.